Voilà. Les petites étoiles s'en vont. Et on va remettre ça. Très bien. Bon, ce soir, j'ai le plaisir de vous annoncer que la patronne me seconde pour répondre à vos questions, les petits poulets. Donc, ça va être violent. Vous pouvez bombarder autant que vous voulez. On est tranquille. Avant de démarrer, je voulais d'abord profiter de l'actualité brûlante quand même pour vous donner quelques nouvelles qui vous seront certainement utiles. Le répertoire progresse, donc là je suis en train de vous finaliser les relations intermédicamenteuses qui sont en train d'achever de me rendre complètement dingue, hein, puisque c'est des tonnes de comparaisons dans les comparaisons des comparaisons, mais enfin je pense que le résultat devrait vous plaire. Donc ça sera sous presse, j'espère, la semaine prochaine, avant mon voyage pour Agadir. Ensuite, j'ai eu des nouvelles du petit Clément. Pour ceux qui le connaissent, vous savez, c'est ce garçon qui a une polyarthrite juvénile qui était très très bien allée, qui a commencé un petit peu à rechutouiller depuis quelques semaines. Et très rapidement, la situation s'est dégradée jusqu'à ce qu'il ne puisse plus marcher. Il s'est retrouvé en fauteuil roulant, avec des douleurs du talon qui traînaient depuis un petit mois, je veux dire 3-4 mois. Ils ont étiqueté ça comment, le talon? Tu te souviens comment c'était? C'est pas une maladie sévère? Oui, voilà, une maladie sévère, etc. Moi, j'y croyais moyen. Pour moi, c'était certainement encore le miasme chronique qui était là. Et en effet, ça a fini par reflamber jusqu'à la hanche, tout ça. Bref, on a repris le cas. Et Cicuta est apparu indiqué. Et si je vous en parle, c'est pour que vous ne fassiez pas gauler. Le Cicuta, je l'ai donné en LM1, tout doucement. Dilution standard, donc une goutte dans un verre, une goutte du verre, friction, olfaction en même temps. Bon, eh ben, il y a eu une aggravation absolument cataclysmique. Non, la première dose a fait beaucoup de bien. Et je crois à la deuxième dose, il y a eu une aggravation terrible. Alors, dans ce genre de cas de figure, vous devez être très prudent. Vous avez un médicament qui vous semble bien indiqué. La première dose a fait de l'effet, la deuxième aggrave terriblement. Et bien ça, je crois pouvoir dire, surtout chez l'enfant, hein, que c'est le schéma de gens qui sont trop sensibles aux doses LM. Et je me suis pas laissé donc désarçonner. J'ai dit, OK, on fait une marche arrière complète. On a repassé en centésimale, donc une 9 centésimale, 9C, qui a fait... bon, déjà, elle ne brassait pas. Il n'y avait pas, pardonnez-moi, d'aggravation. Mais vous voyez ici le schéma rétrogradé des LM jusqu'au centésimal. La 9 a produit péniblement un effet qui a duré 3 jours à peu près, en calmant les douleurs, OK, mais tout doucement. Ensuite, je suis passé à la 15 qu'ils ont trouvé. Alors tout ça, c'est les doses de chez Boiron. Hein. Là aussi, existe le mythe de Boiron, c'est pas bon. Non. Alors, leur petite centésimale fonctionne quand même. Il faut d'abord regarder la qualité du prescripteur. Et puis, la 15, je crois, a duré 24-48 heures. J'ai dit, OK, maintenant vous arrêtez. On a quand même calmé le gros des vagues. On donne la 30. Eh bien, dès la première prise de 30, pouf, nickel. Plus de douleur. Ou la deuxième, je ne sais plus. Dès la première, il y a eu un mieux frappant et la deuxième terminée. Donc là, c'est absolument spectaculaire de voir l'effet et de constater encore aujourd'hui, à 2 siècles d'écart, la complémentarité entre les LM et les centésimales. Donc ça, ne vous faites pas avoir. Il y a des cas d'allergie littéralement au LM qui sont à ce moment-là très mal supportés par un organisme souvent, il est vrai, en proie à des phénomènes auto-humains. Quand même, c'est en général ce même profil. Deuxièmement, je voulais vous montrer un truc épouvantable qui m'est tombé dans les mains cet après-midi. Ouais, je pense que vous aurez de quoi le voir, là. Peut-être une chance que vous l'ayez mieux. Voilà. Bon, je vais vous le lire. Le mec en question qui fait cette prescription, c'est pour quelque chose qu'il donne à ses patients avant de les opérer. Alors, inutile de vous dire que c'est le profil du fricothérapeute. Le mec, il est chirurgien, comment on appelle ça, esthétique. Alors, par charité, évidemment, j'ai enlevé les noms, les adresses, les machins. Mais accrochez-vous bien. Traitement homéopathique à laisser fondre sous la langue. Alors, avant et le jour même de l'intervention, 3 granules 3 fois par jour. Je pense qu'il y a un côté franc-maçonnique là-dedans, parce que c'est toujours 3, non? Alors, phosphorus 15CH, licorpodium 9CH, et c'est aussi pas phosphorus, mais pardonnez-moi, je suis allé trop vite, c'est phosphorus aussi. Arnica 15, Apis mellifica 15, Bryonia 7, Ledum palustre 7. Je pense que nous sommes en présence d'un grand savant. Mais ça ne suffisait pas. Accrochez-vous bien. Pendant 5 jours après l'intervention, alors la question qui soulève immédiatement, c'est pourquoi pas pendant 6 jours, n'est-ce pas? 3 granules 3 fois par jour, c'est aussi ça. Alors Arnica 15CH, ça peut peut-être pas faire de mal. Apis mellifica, Bryonia, Ledum palustre 7CH. Ce savant nous écrit pour le patient en le prévenant, entre parenthèses. J'ouvre la parenthèse. L'homéopathie n'est efficace
que dans le strict respect des doses. N'en prenez pas plus que prescrit. L'effet serait annihilé. Je referme la parenthèse pour éviter les courants d'air. Admettez que ça s'appelle quand même un sacré enculé. Je pense que des types comme ça, on devrait vraiment les pendre jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est vraiment révoltant. Donc voilà ce que j'ai à dire ici par rapport à tout ce genre de charlatans qui prospèrent sur notre dos. Et effectivement, je serais un médecin lambda n'ayant aucune notion d'homéopathie, sinon évidemment tout le délire qu'il y a contre l'homéopathie, et je lirais ça, je dirais mais ces gens sont des dangereux malades. Alors pour ceux qui savent, bien sûr, vous vous doutez bien que dans toute cette liste, vous avez plein de remèdes qui sont directement inimiques entre eux, qui sont des antidotes, etc. Pourquoi du 7, pourquoi du 9, pourquoi 3 granules, pourquoi 3 fois par jour? Enfin, c'est absolument révoltant. Voilà. Ceci étant dit, ça me fait du bien de partager un peu ma révolte. Et troisièmement aussi, pour ceux qui ne sont pas médecins, et même pour les médecins qui sont, je dirais déjà un peu aguerris quand même dans la manière de rencontrer les patients, j'ai eu le déplaisir ce matin de rencontrer une nana, j'appellerais ça plutôt une bonne femme, qui m'a amené son fils de 12-13 ans à peu près, et absolument de manière terrible, très rapidement, il s'est avéré que donc les parents étant séparés, le gamin présente des troubles du comportement absolument majeurs, et quand vous enquérez à ce moment-là de la situation familiale, j'entends, et que la maman vous dise « je refuse », que le père vous rencontre, là vous savez que vous ne pouvez rien faire en tant que praticien. Vous êtes très probablement en effet devant un syndrome d'aliénation parentale qui est en préparation, en gestation, des gens qui se donnent donc beaucoup de peine pour séparer l'enfant de l'autre parent, hein, c'est souvent aussi bien des femmes maintenant que des hommes, et donc vous savez que dans ce cas-là, vous ne pouvez rien faire. Ces gens arrivent toujours à manipuler, ces gens arrivent toujours à balader n'importe quel praticien, au moins que ce ne soit pas vous. Donc je l'ai raccompagné et je dis merci madame, bonne journée, tout en lui faisant une certaine leçon, mais bon, ça ne probablement pas rentrer dans l'oreille. Donc voilà un peu les différentes facettes de la médecine. C'est pas facile tous les jours, croyez-moi. Surtout quand on songe à quel point le monde est en train de devenir de plus en plus taré et de quelle manière, effectivement, grâce à la médecine classique, les gens sont en train de devenir de plus en plus dingues, de plus en plus fous, de plus en plus tout ce que vous voudrez. On est vraiment dans la merde. Ça, je n'ai pas d'autre façon de le dire. Donc on va passer aux premières questions, si vous voulez bien. Madame mon assistante, s'il vous plaît. Pouvez-vous appuyer sur le bouton autodestruction ? Elle va le faire, elle va arrêter l'ordinateur. C'est ça. Alors, on va déjà répondre aux questions Facebook qui ont été posées. Alors, quelles sont les maladies qui peuvent être soignées avec, pour seul traitement, l'homéopathie ? Alors, bon, évidemment, pour les étudiants, vous êtes priés de ne pas sourire à la question parce que vous aurez de très nombreux patients qui vous poseront cette question. L'idée étant assez mignonne sur le fond de dire, est-ce que quelque chose pourrait être... un jour traité avec l'homéopathie, le lendemain avec d'autres méthodes. Et la réponse est très intéressante dans le sens qu'elle sous-entend de la part de la personne qui pose la question, elle sous-entend qu'il y aurait différents procédés thérapeutiques. Et c'est très intéressant parce que c'est tout à fait dans l'air du temps et doublement. C'est dans l'air du temps, premièrement parce que on vit une période complètement dingue où, à force de tout relativiser, vous avez le droit de tout dire. Par exemple, là, tout à l'heure, j'ai appris que William s'est fait son âne. Et là, si jamais il nous faisait une telle déclaration, notre petit William, qui ne va sûrement pas manquer de répondre par Internet de manière véhémente, eh bien, tout le monde sera prêt à dire « Ah ouais, c'est intéressant, William, c'est bien ce que tu fais, bravo ». Et donc, au bout d'un moment, dans cette relativisation ambiante, il n'y a plus moyen de rechercher la vérité. Or, la vérité nécessite littéralement de trier entre le bon grain et l'ivraie. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous êtes obligé de dire non, cela ne se peut pas. Et ça, oui, c'est possiblement vrai. Alors, la vérité aussi est une recherche qui fait qu'on doit s'efforcer de critiquer. Et si ça résiste à la critique, il y a une grande chance que ça puisse être vrai. Pour en revenir au deuxièmement là-dessus, ce qui est mignon là-dedans, c'est que toutes les personnes malades qui n'ont pas étudié encore la médecine avec l'esprit critique de l'homéopathie pensent que, comme leur dit la médecine, il n'y a pas de loi en médecine, c'est-à-dire que chacun est libre de faire comme il veut. Et vous voyez pourquoi de ma discussion qui vient de précéder. Chacun serait libre de faire comme il veut, c'est-à-dire qu'un jour on mettrait des injections, le lendemain des suppositoires, sur le lendemain des gouttes, un petit coup d'allopathie, un petit coup d'ayurveda et tout ce que vous voudrez.
Et alors, dans ce cas, ça pose une question très troublante parce que si vous regardez tout ce qui est arrivé autour de nous, vous avez quand même des carreaux maintenant, des vitres qui sont faites de façon absolument remarquable. Eh bien, ça aussi, ça a été le fruit non seulement de découvertes, de recherches, mais surtout de compréhension des phénomènes et des lois qui régissent ces phénomènes. Vous avez le chauffage qui fonctionne très bien encore pour aujourd'hui et vous vous rendez compte, là encore, que ceci, c'est le fruit de découvertes, de la dynamique des fluides, de la manière dont vous allez pouvoir utiliser les lois de la thermodynamique, etc. Alors la question troublante qui se pose, c'est est-ce qu'en médecine, il y a des lois ? C'est-à-dire qu'est-ce que pour soigner les gens, il y a des lois et des principes, ou alors les unités biologiques que nous sommes représenteraient une exception à tout le reste de l'univers, et effectivement, il n'y aurait pas de loi. Alors, dans ces conditions, vous voyez arriver petit à petit, ceux qui connaissent cette discussion, l'homéopathie est justement le seul ensemble connu de lois qui vont permettre de décrire précisément ce qui se passe dans un organisme chaque fois que vous allez lui mettre à l'intérieur, en tout cas en présence, d'une substance active. En d'autres termes, une fois qu'on a compris l'homéopathie et qu'on a étudié réellement l'homéopathie, on se rend compte qu'il n'y a, hélas, pour la prescription des médicaments, qu'un seul chemin. Ça veut dire que, pour répondre à votre question, toutes les maladies doivent être guéries, et uniquement par l'homéopathie, puisque de toute façon, le terme guérison est banni par la médecine classique qui n'admet qu'une chose, c'est accompagner les patients, arrondir les angles. Et ce faisant, qu'est-ce qui se passe ? C'est que chaque fois que vous faites une prescription dans un organisme sans respecter la loi de similitude, qui est à la base de l'homéopathie, mais la loi de similitude est à l'homéopathie ce que la sève de l'EVA est au caoutchouc. Il y a tout un monde entre le principe, la loi plutôt, et son application. Et donc, chaque fois que vous allez donner un médicament allopathique, vous allez créer une nouvelle perturbation dans le patient, dans l'énergie du système, pour parler proprement, et vous allez en plus, du coup, empêcher toute une catégorie de symptômes de se produire. Et ce faisant, l'organisme est sans arrêt obligé de se replier vers des zones moins favorables. En d'autres termes, vous repoussez la pathologie vers l'intérieur. Alors bien sûr, il y a des exceptions à ça, mais là, on ne touche plus vraiment à la médecine en tant que médecine. On pourra parler de la chirurgie, mais la chirurgie est une branche de la médecine. On ne parle pas de l'application des médicaments. Et même là, l'homéopathie fait régresser beaucoup les indications chirurgicales. On peut faire beaucoup de choses tout à fait merveilleuses. Et enfin, le point où la médecine classique s'imposera, et s'imposera toujours, c'est dans le domaine des strictes urgences. C'est-à-dire qu'on vous sort d'une bagnole fracassée, eh bien, il n'y a pas 50 façons de voir le problème. Il faut vous immobiliser. Il y a tout un tas de procédés à mettre en œuvre pour vous sauver la peau à ce moment-là, vous remplir si ça manque de sang, refaire démarrer le cœur, etc. En d'autres termes, pour les yeux d'un homéopathe, ça s'appelle la menuiserie charpente plomberie, mais c'est quelque chose de vital et nécessaire pour remettre le système en route. Et même là, je vous conseille vivement d'avoir la chance d'avoir un homéopathe compétent sous la main. Donc j'espère avoir répondu à cette première question et surtout j'espère que vous réalisez à quel point cette question est sous-tendue par le paradigme actuel qui est celui d'une médecine à la mode. La limite, c'est les niveaux de santé. Une petite minute, c'est pratique, on a des questions sur place. Allez, madame. La limite, c'est le niveau de santé. Je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'une personne qui a un niveau de santé très bas aura beaucoup plus de difficultés à être soignée par l'homéopathie, il faudra beaucoup plus de temps qu'une personne qui a un très bon niveau de santé et pour lequel une seule dose d'homéopathie marchera plus vite, plus longtemps et de manière beaucoup plus spectaculaire. Tu confonds ici le problème de l'indication de l'homéopathie et celui de la facilité de trouver l'indication. Donc effectivement, quand vous avez des gens qui sont en très bas niveau de santé avec vraiment, je dirais, la flamme qui a été réduite à des petites braises, ça va être très difficile de trouver non seulement le médicament, mais plutôt la série de bons médicaments pour petit à petit améliorer ce patient. C'est quelque chose qui est effectivement à ce moment-là du domaine de praticiens extrêmement chevronnés. Et malheureusement, je crois qu'il n'y en a peut-être pas une vingtaine en France. On peut passer à la question suivante ? Alors, quelle est la question suivante ? Cancer et homéopathie. Alors, bien sûr, la question qui suit, c'est je ne parle pas tant d'un suivi complémentaire au traitement que d'un réel traitement homéopathique. Eh bien, là aussi, ça soulève des points très intéressants. Si ce que je viens de dire est vrai, alors ça implique que s'il y a une loi, eh bien, elle s'applique à tous. En d'autres termes, si on peut prendre le parallèle avec la loi de gravité et de la gravité, c'est très intéressant parce que vous avez une loi qui s'applique à tous et en tout lieu. On l'a étendue à tout ce qu'on observe dans l'univers et probablement avec raison. Et la chose intéressante, c'est que cette gravité, cette gravitation, personne n'est capable de l'expliquer non plus. On l'observe, on la mesure,
on a différentes théories pour en rendre compte. On a eu d'abord Newton, et puis maintenant vous avez la relativité générale d'Einstein qui va dire que il y a gravitation parce qu'en fait c'est une déformation par la masse des géodésiques de l'espace-temps. OK, dont acte. La question après, c'est pourquoi est-ce que la masse déforme les géodésiques de l'espace-temps? Et vous êtes vachement embêté parce qu'il n'y a pas de réponse. Donc vous voyez que tous ces grands penseurs niveau maternel ou terminal qui, sous prétexte qu'ils arrivent à compter jusqu'à 20 sans enlever leurs chaussures, nous expliquent, vous avez remarqué qu'il n'y a rien dans l'homéopathie, hein? Eh bien, pourrait commencer à avoir une tournure scientifique et à se dire, mais est-ce que vraiment tous ces homéopathes sont si cons que ça? Est-ce que tous ces patients qui voient ces homéopathes sont si stupides pour ne pas se rendre compte qu'on leur donne que de l'eau et du sucre? Et donc, pour en revenir ici au cancer, effectivement, là encore, la seule manière de guérir le cancer, ce sera par l'homéopathie. Nous avons une très grande expérience de ça dans le passé. Nous avons toujours une très grande expérience de ça au niveau indien. Et pourquoi indien? Et pourquoi dans le passé? Le point commun, c'est que dans les deux cas, il nous faut des hôpitaux homéopathiques. Il nous faut des hôpitaux parce qu'on a besoin de suivre les gens tous les jours, de faire une visite, un examen médical, un suivi précis, parce que ces situations souvent demandent de changer de médicament. En outre, une très grande connaissance des propriétés des médicaments homéopathiques pour savoir comment, quand les appliquer, quand les répéter, quand les changer, etc. Ces hôpitaux homéopathiques ont été fermés par la bande à Rockefeller dans les années 1920 aux États-Unis. On avait combien d'hôpitaux? Il y avait plusieurs milliers d'hôpitaux homéopathiques qui avaient des rendements fabuleux, puisque les gens qui avaient la chance d'être soignés par des hôpitaux homéopathiques, on se retrouvait avec une mortalité qui, dans tous les cas de figure, était à peine le 10e, voire moins encore, de toutes les pathologies traitées par la médecine classique. Donc les Rockefeller et compagnie ont fait littéralement une OPA sur la médecine pour dicter la médecine chimique que vous connaissez, qui maintenant en 4 générations a totalement ravagé la planète et les êtres humains qui les ont avalés leurs produits. En Inde, le gouvernement est beaucoup moins vendu et corrompu aux puissances de l'industrie que chez nous. Et on a encore pas mal d'hôpitaux homéopathiques. Et même si parfois l'homéopathie qu'ils pratiquent est un peu contestable, ils ont des résultats, je crois qu'ils affichent fièrement, 3/4 de très bons résultats sur leurs patients, si j'ai bien compris. Hein. Et alors après, on va discuter qu'il y a des paramètres, parce que ces gens-là ont un niveau de santé en moyenne beaucoup plus élevé qu'en Europe. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, quand vous avez une première génération qui a été traitée par allopathie, à coup déjà des premiers anti-inflammatoires, d'aspirine, etc., par charité, je ne soulève pas le point, par exemple, de la mortalité de la grippe de 18, qui a été établie par l'allopathie sur la grippe, qui peut-être était une grippe un peu phénoménale, mais les gens ont bouffé entre 30, 32, 40 grammes, 8 grammes au minimum d'aspirine par jour. Donc tout ça, évidemment, a provoqué des décès en masse. Et des décès en masse, d'autant plus que déjà l'industrie avait compris le truc et livrait gratuitement dans les mairies les tubes d'aspirine. C'est très intéressant. Vous voyez déjà comment le schéma a déjà été inventé. Maintenant, il y a 4 générations. Eh bien, quand vous êtes né de ces générations de gens qui ont déjà été tripotés par des drogues toujours plus puissantes, vous comprenez qu'à chaque génération, le niveau d'énergie, le niveau de santé décroît. Et la nouvelle génération qui va arriver va être en bien moins bonne santé que celle d'avant. Tout ce petit jeu va finir par faire en sorte que, de génération en génération, les pathologies, on va dire, physiques, vont être plus ou moins maîtrisées. Vous voyez qu'on ne peut même pas parler de traitement. C'est le cas, par exemple, des enfants en très grand nombre aujourd'hui qui naissent avec des TDAH, des allergies dès le biberon, des insomnies, des troubles du comportement. Et ces enfants-là, par exemple, vous verrez qu'ils sont très rarement malades. Ils sont, techniquement, on peut dire qu'ils sont en bonne santé si on devait mesurer juste par le thermomètre. Mais en pratique, il s'agit d'un état de santé déjà très très affaibli qui fait qu'ils ne sont même plus capables d'être malades sur le plan physique et à la place, c'est le plan émotionnel qui est déglingué et qui trinque. Donc là aussi, c'est pour ça que dans mon écœurement préambulaire, je vais vous expliquer que toute l'humanité est en train de partir en live et c'est sans doute non plus pas une coïncidence. Vous voyez que l'homéopathie permet de fournir vraiment un modèle très cohérent de tout ce qu'on observe. Vous avez des raisons maintenant de comprendre pourquoi, d'après les estimations IFOP, d'ici 2032, on va se retrouver avec 1 enfant sur 2 qui va naître autiste aux États-Unis. Hein, donc tout ça, c'est bon. Tant que la pompe à pognon fonctionne, tout va très bien. Pour limiter l'écœurement. Limitons l'écœurement. Allez, vas-y, essaye de limiter mon écœurement. La mortalité infantile a totalement chuté. Donc ça a sélectionné quand même les sujets les plus forts et actuellement des sujets plus faibles vont
engendrer à leur tour, et s'ils ont des problèmes de conception, ils sont favorisés par les FIV, etc. Donc ça aussi, ça joue. Ce qu'il faut bien que vous compreniez, en d'autres termes, c'est que les progrès médicaux, et notamment avec les antibiotiques, ont permis d'exterminer les pathologies les plus aiguës, les plus monstrueusement évidentes, mais qu'à la place, le niveau de santé ayant changé, ce n'est plus la même sensibilité pour les mêmes germes. Par exemple, vous ne verrez plus aujourd'hui de gonococcie fulgurante, de chaude pisse épouvantable. On va voir à la place des germes chroniques dont les gens auront toutes les peines du monde à se débarrasser, etc., etc. En somme, on a moins de gens qui meurent de pneumonie. Là encore, je ne parle que du traitement allopathique, parce que la pneumonie, il y avait 1% de mortalité dans le traitement homéopathique, 30% dans le traitement allopathique. J'ai dit homéopathique en premier, on s'est bien compris. Surtout qu'actuellement, la mortalité est encore très importante. Dans quoi ? Dans les pneumonies, la mortalité reste importante. Et en fait, là aussi, les allopathes de l'époque étaient tellement dégoûtés du résultat des homéopathes qu'ils ont même largement fait une propagande pour expliquer que la pneumonie, en fait, c'était une maladie bénigne et que la plupart des gens guérissaient tout seuls. Donc, pour en revenir ici à l'homéopathie et le cancer, vous comprenez que oui, il n'y a pas 50 façons d'arriver à traiter un cancer, il faut le faire homéopathiquement. Dans les cas qui sont trop évolués, bien sûr, on aura besoin de la chirurgie, mais encore, comprenez que toujours en vertu de la conception des niveaux de santé, le cancer n'arrive pas chez n'importe qui et n'importe quand. Pour arriver à fabriquer un cancer, il va falloir surtout la plupart du temps, et quand je dis la plupart du temps, c'est dans 90% des cas, il va falloir qu'on ait une succession de suppression de pathologies pour qu'au bout du compte, l'organisme totalement détraqué par toute cette succession de traitements antipathiques, allopathiques, finisse par déclarer un cancer. Vous avez aussi d'autres façons de faire des cancers. Par exemple, vous pouvez avoir des personnes qui sont déprimées depuis des années, 15 ans, 20 ans, et soudainement, ils se mettent à aller mieux. Alors, pour des raisons qu'on pourrait expliquer, mais ce n'est pas l'intérêt ici. Tout ce qu'on retiendra, c'est que vous avez vraiment un transfert de toute la pathologie du plan émotionnel vers autre chose. C'est-à-dire, en somme, vous voyez, il n'y a pas d'évaporation de la pathologie. La pathologie ne peut que aller soit vers des plans plus profonds, soit, si on lui apporte de l'énergie au système, il va le refouler la pathologie vers la porte de sortie. Et bien donc, vous êtes sûr que dans ces cas-là, ces gens-là vont déclarer une très importante maladie physique à la place dans les mois qui suivent. Et généralement, ça peut être un cancer, typiquement. Et maintenant, vous commencez aussi à comprendre les interactions entre le plan mental, le plan physique, etc. etc. Je ne peux pas faire un cours d'homéopathie là directement, mais voilà un peu la notion. Donc, alors le cancer chez l'enfant, vous, vous doutez bien que si un enfant, en vertu de ce qui précède, arrive à déclarer un cancer, eh ben c'est clair qu'il y avait déjà ce que nous appelons des miasmes chroniques chez lui, qui étaient largement déclenchés par le fait que les parents étaient eux-mêmes directement en mauvaise santé. Et ça suffit aussi de voir que les enfants qui naissent aujourd'hui sont tellement dans des bas niveaux de santé que le moindre rien va pouvoir littéralement déclencher une pathologie invraisemblable. J'ai encore un gamin qui a 3 ans et demi qui a fait une perte soudaine de la vision. Donc en fait, au mieux c'est une sclérose en plaques, au pire c'est une maladie de De Witt, c'est ça ? De Vic, pardon, je confonds les syndromes rares. Et dans tous les cas de figure, vous imaginez que c'est quelque chose qui ne se voyait absolument pas il y a 20 ans. Mais absolument pas du tout. Et vous voyez là encore, cette dégradation de l'énergie des gens et de leur niveau de santé qui fait que on voit des gens de plus en plus jeunes faire des pathologies de plus en plus tôt de maladies graves. Là encore, qu'à cela ne tienne, on va encore vous vacciner et encore vous faire des nouveaux traitements pour rigoler. Donc la réponse, c'est oui, il faut un traitement homéopathique, mais il nous faut des hôpitaux. Et deuxièmement, au minimum, dans l'état actuel des choses, il faudra bien comprendre que le traitement homéopathique permet au moins de supporter le traitement classique qui, de toute manière, n'a aucunement fait ses preuves à l'heure où je vous parle. Il faut rencontrer un jour le docteur Delépine qui vous expliquera de quelle façon l'industrie se fout de la gueule du monde en forçant les gens à accepter ce qu'ils appellent des traitements innovants, c'est-à-dire des drogues toujours plus chères, au détriment de protocoles qui, il y a encore 20 ans, donnaient des bons résultats, et maintenant les gens sont totalement dans l'inconnu. Et en plus, le plus horrible, c'est que ça marche à tous les coups, aussi bien dans l'esprit des médecins que des malades, des victimes, c'est de dire, vous vous rendez compte ? Vous avez été sélectionné pour participer à un essai clinique. Vous allez être parmi les premiers à bénéficier des effets de cette nouvelle drogue miraculeuse. Tout ça, bien entendu, est relayé par les médias qui ne font que leur boulot de relayer ce qu'on leur demande de faire. Enfin voilà un petit peu une description de tout ça. Vous voyez dans quelle atrocité nous sommes. Je crois que j'ai assez répondu, ça ira ? En cours de traitement, je débute avec les prises liquides.
Est-ce qu'il y a une cinétique moyenne? Autrement dit, combien de temps après la prise répétée d'un remède, le patient, qui mérite bien son nom, peut-il espérer une amélioration? Quand celle-ci n'est pas nette, après combien de répétitions décider de passer à autre chose? Ça, c'est sympa, c'est une question tout à fait classique et bien cadrée. Alors, nous avons en médecine, en homéopathie, comment je vais essayer de vous faire ça simple, l'homéopathie, Hahnemann, le fondateur, après de patientes recherches, entièrement remis en cause sa première découverte de l'homéopathie, qui semblait ne pas fonctionner sur les maladies chroniques. En d'autres termes, ses premiers résultats étaient juste fulgurants pour toutes les maladies aiguës, et dans les maladies chroniques, il constatait une chose, la récidive constante des gens. Bref, il a mis 12 ans avant de publier quelque chose de fondamental là-dessus, et c'est à comparer avec le fait qu'à l'heure actuelle, nos chercheurs et savants, c'est à celui qui va littéralement chier le plus de papier le plus vite possible, ce qui fait que tout le monde est bombardé de tas de papiers sans valeur. Et donc, pour faire court, vous retiendrez que d'après l'homéopathie, mais là je vous parle là encore, par convention, ce que j'essaye de vous dire ici, c'est l'homéopathie avec le H majuscule, c'est-à-dire celle qui s'efforce de suivre le sentier malheureusement très mince qui a été délimité par Hahnemann. Donc l'homéopathie nous explique que l'origine des maladies chroniques repose en fait sur d'anciennes infections qui se transmettent sur un plan énergétique à la descendance, dont on ne guérit pas, et qui vont pouvoir se manifester lorsque le niveau d'énergie va le permettre. Ça va, je suis assez clair comme ça, j'espère. J'espère. Oui ou non? Je pense que oui, mais après... C'est le moment de gueuler. J'espère qu'ils comprendront. Bon. Alors, vous comprendrez dès lors que cette cinétique moyenne, elle va être très moyenne en fonction du type de maladie chronique qu'on a à traiter. Vous avez des maladies chroniques qui relèvent d'anciennes tuberculoses ou qui sont des maladies qu'on appelle psoriques, chez lesquelles les gens sont très réactifs, très sensibles à tout. Ils vont être sensibles au changement de temps, à la météo, à la lune, au climat, à tout ce que vous voudrez. Et bien, ces gens-là, vous avez le droit d'exiger que le médicament réagisse très vite, tout de suite, quasiment, genre... Voilà, dans les minutes qui suivent. Alors bien sûr, dans un traitement aigu, le soulagement doit être instantané. J'ai eu la chance... Enfin, pour une fois, à 50 balais, d'avoir l'effet glorieux de l'homéopathie sur ma propre personne, dimanche passé. Et je peux vous dire que quand vous avez le médicament qui agit, tout le reste vous semble d'une fadeur invraisemblable. Quand vous voyez tous les mecs qui s'alignent avec leurs moyens chimiques de vous bricoler ci, bricoler ça, le médicament produit une sédation instantanée, toute la douleur régresse, vous vous sentez apaisé, vachement bien, c'est nirvanesque. Voilà. Et ça fonctionne, puisqu'à la sortie, vous avez quand même des mecs vachement remis en forme. Donc, en aigu, ça doit être extrêmement rapide. C'est pour ça que c'est tout sauf une médecine lente. Ensuite, dans la pathologie chronique, tout dépend du type de pathologie chronique sur des sujets qui sont à dominante que nous appellerons psychotiques. Dans la psychose, vous en avez tous autour de vous. Vous prenez le premier petit gros qui passe, avec une transpiration un peu grasse du visage, qui a des troubles métaboliques, éventuellement rhumatisme et gouttes, si vous voulez. Eh bien, ces gens-là, déjà quand vous les voyez faire, ils sont un peu pouf, pouf, pouf. Vous vous souvenez de Barzzi, le Premier ministre? Il parlait comme ça. Aujourd'hui, les Français vont bénéficier d'une majoration de 0,62%, etc. Ça se passait comme ça. Et donc, Barzzi était typiquement le prototype du psychotique. Ces gens-là donc, ne pourront pas avoir une réaction aussi fulgurante que les autres cas. Ils vont avoir besoin d'une répétition de dose. Et puis, j'essaye de simplifier par deux extrêmes ici. Donc, la cinétique moyenne, ça veut dire que, normalement, à part exception, dès la première ou deuxième prise du médicament, on devrait trouver quelque chose qui bouge. Hein, je pense que c'est ça. Dans le cas où il n'y a vraiment rien, la première chose qu'il faudra faire, c'est qu'il faudra augmenter la posologie, la quantité. Donc on passera à ce moment-là carrément à une cuillère à café s'il faut directement. Tout ça, c'est pour faire presque un test de provocation, vérifier que le médicament fonctionne. Donc en gros, 2 prises, c'est la limite, 3 au maximum pour que quelque chose se produise. Il y a encore un bémol, c'est que pour que quelque chose se produise, il faut aussi que les gens quittent l'orbite de la vieille médecine et commencent à s'habituer à s'observer un petit peu. La médecine classique a favorisé la non-réflexion, aussi bien chez les médecins que chez les patients, leurs victimes. Combien de fois c'est arrivé ? Ah, votre dose m'a rien fait.
Ok, installez-vous, on va regarder. Alors, oui, mon épaule, j'ai toujours mal à mon épaule. D'accord. Le reste. Ah, alors, les migraines. Ah oui, j'ai pas eu de migraine depuis... Ah bah, depuis... comment? Ah oui, j'y pensais plus. Alors, ok, les maux de ventre. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas eu mal. Vos règles. Ah ben oui, j'ai pas. Ah oui, mais j'ai fait de l'ostéopathie. Alors, ça aussi, de question en question, ça nous lance vers une autre dimension, c'est que qu'est-ce qui vous permet de dire qu'un médicament a fonctionné? Vous voyez, si vous avez un mal de tête, que je vous donne un médicament, un mal de tête chronique, je vous donne un médicament, vous allez mieux. Si c'est juste cette proposition-là, vous pouvez dire que c'est peut-être parce qu'il y a eu un alignement entre Jupiter, machin, tout ce que vous pouvez imaginer. Mais dès lors que vous avez une accumulation d'autres symptômes, là encore, parce que l'homéopathie permet de traiter la seule réalité qui est la totalité des patients, si vous avez un symptôme, deux symptômes, trois symptômes, que tout ceci s'inscrit dans le délai requis après la prise d'un médicament et que éventuellement vous avez d'anciens symptômes qui réapparaissent et que surtout les symptômes évoluent depuis le plus récent affecté par la dose jusqu'au plus ancien, là, ça veut dire que vous êtes sûr que le remède est en train d'agir. Donc tout ça, il faut apprendre à l'observer, il faut apprendre à être un petit peu conscient de son corps. On ne vous demande pas de regarder le nombril, mais vous voyez, c'est le juste milieu entre je n'ai rien à foutre et je consomme, et entre certains patients hypocondriaques qui vont se détailler des trucs délirants, du style aujourd'hui, regardez, j'ai mon ongle, etc. Enfin, voilà, on est dans le juste milieu. Enfin, après combien de répétitions, voilà, on l'a dit. Alors, on est encore à ce jour en train de redécouvrir la posologie liquide du sixième organon. C'est-à-dire que je brandis l'étendard du rassemblement de l'homéopathie autour des principes formateurs de l'organon, des découvertes de Hahnemann. En somme, je suis en train de réexpliquer aux gens qu'il faut simplement se donner la peine de devenir homéopathe pour devenir homéopathe. Et donc, cette transmission clinique a été brisée par tous les efforts de l'industrie. Vous savez qu'en fait, ils sont terrifiés par l'homéopathie parce que vous disiez je vais manger des navets, que vous disiez c'est merveilleux le bain de siège froid, tout ce que vous pourrez inventer, ils n'en ont rien à foutre parce qu'ils savent très bien que ça sera au mieux d'un effet limité. Tandis que l'homéopathie, il est terrifié parce que ça propose la seule alternative viable à la médecine classique. Parce que ça propose en fait le seul système qui est basé sur l'observation et les lois. Donc ça les fait chier. Autre chose que j'ai loupé ? Pour la posologie liquide, c'est que chacun est différent et que chacun va réagir différemment à la posologie liquide. Et ça, c'est pas toujours facile à apprécier dès le premier rendez-vous. Parfois, il faut 2-3 rendez-vous pour apprendre à vraiment connaître la personne et savoir comment elle va réagir à la posologie liquide. Donc, en fait, plus on passe du temps avec le patient, plus on le connaît, plus lui se connaît et plus on a de bons résultats avec l'homéopathie. Et l'autre chose aussi, c'est la notion de saut quantique pour la guérison. C'est-à-dire que souvent, c'est par palier plus qu'une guérison continue. Ça dépend du type de pathologie, mais globalement, c'est quand même plutôt ça. Bien d'accord, parfait. Je crois que là, on a pas mal de questions. Ça te va, là, comme réponse ? Quels sont les aliments à éviter ? Je connais le camphre, la menthe, c'est déjà bien. Le camphre, en fait, ce qui va pouvoir antidoter les médicaments d'une manière générale, c'est que plus le niveau de santé est bas, plus l'antidotage est facile. Alors, les odeurs fortes, parfums, les odeurs de peinture, les diluants, tous ces machins-là. Et la personne rajoute, j'ai bu du café menthe tous les matins durant mon traitement, du thé menthe, pardon, et bien entendu, ça peut tout à fait entraver le bon fonctionnement du remède. Alors tout ça, c'est étudié dans le cours, bien sûr. Quand vous avez à ce degré-là un médicament qui n'agit pas, ça veut dire que, premièrement, effectivement, l'homéopathie, c'est du placebo. Vous n'avez pas été sensible à votre placebo, c'est du vent. Bon. Alors, en plus, nous, en tant qu'homéopathe, on a tout à fait les moyens, quand on est un petit peu entraîné, pour déterminer si oui ou non la réaction du patient était placebo. Croyez-moi, on a des moyens raffinés pour le savoir. Deuxième solution, c'est que le médicament était parfaitement inindiqué. Donc là, vous avez donné un truc, vous êtes carrément en dehors de la cible. Hein. Si vous avez été carrément en dehors de la cible, ça veut dire que vous êtes un mauvais prescripteur, encore un mauvais débutant, parce qu'on peut être un bon débutant. Mais le mauvais débutant, pour se rassurer, pour avoir l'air de faire quelque chose à tout prix, est tout à fait comme la médecine classique. On va vous prescrire pour vous prescrire quelque chose. Ça rassure le prescripteur, ça rassure le malade, ça fait tourner la pharmacie, enfin tout le monde est content. Et bien là, ça veut dire que s'il était à ce point-là en dehors de la cible, ça veut dire qu'il aurait mieux fait, lui, de donner un placebo pour faire décanter le cas. Enfin,
Si vous êtes au moins à partir d'un niveau décent d'homéopathie, quand il n'y a aucune réaction comme ça veut dire qu'il y a eu probablement un antidotage. C'était justement en plus ce que je voulais dire, donc ça s'est fait tout seul. Dans ce cas-là, il faut rechercher très sévèrement tous les critères possibles d'antidotage. On essaye de dire aux patients tout ce que je vous explique en 2 mots, mais des fois, l'antidotage peut être plus subtil. Ça peut être par exemple d'avoir fait un tour chez votre dentiste qui vous a injecté 1000 choses dans la bouche. Vous avez tellement souffert, tellement été tendu, que ça peut suffire aussi à complètement bloquer l'action d'une dose. Hein. Ou créer une nouvelle strate. Ou créer une nouvelle strate énergétique, c'est-à-dire qu'il y a eu quelque chose de supplémentaire qui s'est greffé par-dessus votre état chronique, qui empêche le médicament d'agir pour la bonne raison qu'il n'est plus indiqué d'après les manifestations à l'instant T où vous avez consulté le médecin. Le café, c'est relatif. Il faudrait, là encore, ça dépend des cas, des médicaments, etc. Mais en gros, toutes ces substances, franchement, pour des niveaux moyens de santé comme on les a aujourd'hui, il faut vraiment se donner un peu de peine pour se faire antidoter, je pense. Le camphre, c'est assez... Ah oui, le camphre, oui, bien sûr. Je veux dire, par rapport au café, le café a une influence, à mon avis, assez minime. Ça m'est arrivé quand j'étais à l'hôpital psychiatrique de faire comme faisait le docteur Schmitt, c'est-à-dire dans le café du patient le matin, je balançais 2-3 granules et ça fonctionnait très bien. Vous aviez l'héliocyamus, stramonium, etc., qui donnaient de très très bons résultats. Donc tout ça, c'est tout à fait relatif. Après, si on veut faire vraiment comme Hahnemann, on se fait un petit régime à base de bouillie, avec très peu de viande. Voilà, c'était ce qui était recommandé pour les maladies chroniques. Hahnemann était très virulent aussi là-dessus. Et ses détracteurs, face à ces guérisons, ont dit « Mais monsieur, vous n'avez des guérisons que parce que vous forcez les gens à faire un régime extrêmement strict, etc. » Donc là encore, je dirais juste milieu. Suivant, s'il vous plaît. Est-ce qu'une force vitale désaccordée, cause de la maladie d'après Hahnemann, peut expliquer certaines sensations de malaise survenant en présence de certaines personnes? Waouh, la question est extrêmement fine. Autrement dit, est-ce que nos forces vitales interagissent entre elles? Je ne sais pas qui a posé la question, mais je peux vous dire qu'elle est sur le bon chemin de la compréhension. On est en train, dans l'homéopathie, la médecine, de jongler avec des phénomènes qui, basiquement, nous échappent. Alors vous me direz, ça ne nous échappe pas plus que la nature intime de l'électron ou du proton. Ça ne nous échappe pas plus que la couleur des quarks, parce que vous savez, en physique, on a été emmerdé pour donner des noms aux propriétés. On donne des couleurs maintenant pour se marrer. Vous pensez bien que ça n'a aucun sens, puisqu'il ne peut pas y avoir de couleurs à ce niveau-là. Et donc, ce qu'il y a de sûr, c'est que si chaque patient représente à un moment donné une totalité de symptômes, de la tête aux pieds, ce qui est en contradiction flagrante avec la vue de la vieille médecine qui consiste à traiter des cadavres et à se donner le droit de bricoler un morceau ici ou là, alors que c'est une totalité. Donc si une totalité existe, on est bien obligé d'admettre qu'il y a quelque chose en amont de commun pour que cet ensemble soit maintenu et que c'est bien cet ensemble et pas un autre qui apparaisse. Y a-t-il une glande de la maladie? Est-ce qu'il y a une glande pinéale là-haut dans le cerveau, je ne sais pas, qui serait juste destinée à nous rendre malades? Vous voyez que par l'absurde, on se rend compte que probablement la réponse est non. En d'autres termes, toujours parce que nous ne pouvons pas accéder directement au phénomène, mais indirectement par le fait que quand il y a maladie, l'état interne nous échappe toujours, mais il est caractérisable par la totalité qui se manifeste. Vous voyez de quelle manière, fort logique, on raisonne. Eh bien, la seule manière de voir les choses, c'est effectivement, comme Hahnemann, de postuler, c'est le seul postulat de toute l'homéopathie, qu'il existe une force vitale qui est capable de nous maintenir en état de vie. Alors, si on était un tout petit peu sarcastique avec les biologistes actuels, je vous ferai remarquer, non sans ricaner, que si la vie était un simple phénomène chimique, d'abord, vous ne seriez pas très différent d'une levure qui est en train de faire des bulles, et ensuite, surtout, les chimistes auraient déjà pu recréer la vie en laboratoire. On attend toujours de la recréer. Tout ce qu'on arrive à faire, c'est de bricoler honteusement dans les cellules, mais c'est tout ce qu'on fera. Donc, deuxièmement, ça permet aussi d'expliquer pourquoi l'homéopathie elle-même, petit à petit, quitte le plan purement brut des substances pour traiter, comme le fait la médecine classique, parce que comme il n'y a pas d'affinité entre le médicament et le patient, on est sans arrêt obligé d'augmenter les doses. Vous comprenez mieux maintenant ce qui se passe. Quand il y a un choix très sélectif de la substance en fonction de la totalité de la substance et de sa cohésion, de sa manière d'épouser la totalité du patient, eh bien là, il y a une affinité, je dirais une véritable attraction entre le médicament et le patient. Donc là encore, on est obligé de comprendre qu'on se place sur des phénomènes qui ne sont plus chimiques, mais probablement physiques et certainement d'ordre énergétique. C'est pour ça que la meilleure manière aujourd'hui, je dirais, de nous donner un modèle,
ça va être de parler de force vitale. Dès lors, vous comprenez que cette conception est en avance de milliards d'années-lumière sur la pauvre médecine classique qui non seulement ne voit que des processus chimiques, et pour cause, puisque c'est l'industrie chimique qui gouverne la médecine aujourd'hui, on voit des processus chimiques et finalement, le modèle de base, c'est le cadavre. On va traiter des morceaux. Vous voyez que là encore, la seule manière de voir une totalité, c'est de faire appel à la force vitale. Dans ces conditions, les dynamisations qu'on va préparer, et la tournure de Hahnemann dans l'organon est absolument magnifique. J'ai mis, je crois, 4 heures pour traduire juste cette phrase. Hahnemann précise que dans le procédé de dynamisation, tout se passe comme si la fragmentation permettait de libérer une énergie à l'intérieur du médicament qui serait encore prisonnière de la gangue brute de la substance. Et c'est vraiment ce qu'on observe, et en tout cas, je pense que c'est très bellement dit par Hahnemann. Dès lors, la première chose à constater, c'est que si la chose est vraie, ça veut dire qu'à ce moment-là, en rapprochant une dose homéopathique, quelque chose devrait être ressenti par la personne vers qui on se dirige. Et c'est exactement ce qu'on observe avec le processus de testing qu'on peut faire, mais c'est un testing clinique. Et là, on n'est pas du tout dans les... comment ça s'appelle on tend le bras, on fait pouic-pouic et tout ça, là, il y a un nom. La kinésiologie, c'est ça ? Qui fait appel non seulement au subjectif du testeur, mais au subjectif du testé. Là, il s'agit de faire des tests cliniques. Toutes ces études ont été faites dès 1927 par toute une équipe qui, pendant 7 ans, évaluait de quelle manière tous les réflexes du système nerveux autonome pouvaient être affectés ou pas par des doses homéopathiques. Et là encore, vous voyez, il n'y a pas vraiment besoin d'un satellite et de 10 milliards de dollars pour arriver à faire cette preuve-là. À l'occasion, on pourra vous montrer comment vous pouvez faire différents testings et qui seront assez sidérants. Vous pourrez, je pense, largement meubler la soirée avec ça. Donc, effectivement, on peut observer des différences dans la dilatation des pupilles, dans la dilatation des capillaires, dans le rythme cardiaque, dans le pouls. Et là, il faut savoir aussi bien prendre les pouls, dans la manière dont les muscles sont plus ou moins contractés d'un côté et de l'autre du corps. Donc, effectivement, déjà, tout ça vous donne, sinon la preuve, mais un énorme argument encore supplémentaire pour dire que oui, il y a une force vitale. Après, c'est une simple question de logique de comprendre, comme l'a très bien énoncé Hahnemann, que les phénomènes désagréables que nous nommons maladies, alors déjà, c'est une première façon de dire la chose, c'est qu'il y a un côté totalement arbitraire à appeler maladie juste un ensemble de N symptômes. Parce que le reste des symptômes, vous le négligez et vous prenez que ceux que vous voulez voir électivement pour poser un diagnostic qui n'est qu'un syndrome. Et donc, ces phénomènes désagréables que nous nommons maladie ne proviennent que du désaccordement de l'énergie vitale. Et là, vous voyez comme c'est doublement merveilleux. D'abord, c'est une avance conceptuelle, comme je vous l'ai dit. Et deuxièmement, c'est que tout ce que vous aurez sous les yeux, température, inflammation, gonflement. Bref, tout cela, tout ce que la médecine classique, elle, s'acharne à traiter comme étant la maladie, ne peut pas être autre chose que le résultat distal d'un désaccord qui est très en amont et qui n'est que sur le plan énergétique. C'est, je crois, une avance énorme sur le plan conceptuel. Ça vous explique doublement l'échec de la médecine classique qui sera universelle. D'une part, parce qu'on va s'échiner à traiter un morceau sans voir l'ensemble du cas. Et deuxièmement, parce qu'en fait, ce qu'on veut traiter n'est que le résultat de la maladie et pas la maladie elle-même. Donc vous voyez à quel point c'est une conception monstrueusement en avance. Et donc dès lors, la seule manière en effet de pouvoir guérir les gens, c'est qu'il faut non seulement que le médicament soit adapté à la totalité, par le fait que les deux totalités du médicament et du patient se ressemblent, mais en plus de ça, il faudra que le médicament puisse avoir une existence sur le plan dynamique pour être capté littéralement par la force vitale du patient. Dès lors, ça vous explique aussi pourquoi tous ces phénomènes comme le magnétisme et d'autres phénomènes à distance ne peuvent pas exister autrement que par des effets énergétiques et d'une force magnétique, entre guillemets magnétique. Je suis un peu trop physicien pour pouvoir vous dire plus précisément les termes. Donc effectivement, là encore, suivant certaines personnes, vous aurez des gens qui sont extrêmement sensibles aux ambiances, à la présence d'autres personnes qui pourront être affectées, etc. Et tout ceci, ça se passe très certainement sur ce plan énergétique. Est-ce que j'étais assez clair dans la réponse ? Mais certainement, madame. Ça me fait une petite vacance. À la vôtre, les mecs, moi, je m'en mets encore une. Alors, les forces vitales interagissent entre nous, c'est certain, puisque Hahnemann recommande pour les personnes qui sont en mauvais état de santé de se faire magnétiser par des gens qui ont une bonne moralité. Donc, il dit qu'il suffit que quelqu'un qui ait une très bonne force vitale prenne les mains quelques minutes d'une personne qui est en moins bonne santé en étant juste bienveillant et en souhaitant son bien pour que ça donne déjà un peu plus d'énergie à la personne malade.
Plus largement, on peut faire référence aussi aux personnes qui ont des animaux de compagnie ou qui vont se balader dans la nature. C'est aussi une manière de se recharger. Et donc, on se recharge au contact d'autres forces vitales, puisque l'homéopathie agit aussi sur les animaux et sur la nature. Donc voilà. Et puis quand vous êtes dans l'entourage de quelqu'un qui est fatigué et malade, forcément, ça va vous prendre de l'énergie. Ça, c'est pour la dernière question. Pour les sensations de malaise, donc ce que disait Édouard, c'est-à-dire qu'on a les rubriques dans le répertoire qui correspondent à certaines personnes hautement sensibles à d'autres personnes. Mais il n'y a pas que ça. Si vous voulez, c'est aussi, quand on prend de l'homéopathie, petit à petit, on est de plus en plus sensible à notre environnement. Et c'est aussi une manière de se protéger que de sentir un malaise face à certaines personnes. Je pense notamment aux personnes perverses ou à des personnes qui ont, sur le plan spirituel, qui sont peut-être pas super clean. Ça peut être aussi une manière pour vous de vous protéger. Après, voilà, c'était surtout ça ce que je voulais dire. C'est déjà pas mal, moi je trouve. Pas bien. Oui. Rien d'autre à ajouter, votre honneur? Parfait. Eh bien, continuons les questions, s'il vous plaît. Question étudiant. Alors, on va faire une chose. On va arrêter l'enregistrement ici pour le grand public et on va reprendre pour les étudiants. Ceux qui veulent voir les questions étudiants sont les bienvenus. On continue le stream, mais ce sera plus logique si on veut mettre ça sur Facebook. Donc, à tout de suite.